L'Hebdo Politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. On fait le tour de l'actu locale et nationale sur Sensation et BPM avec un invité pendant 30 minutes comme tous les dimanches. Et ce soir, je reçois Yaël Braun-Pivet, la députée des Yvelines. Bonsoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'Hebdo Politique. Yaël Braun-Pivet, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes née le 7 décembre 1970, vous avez donc 47 ans. Avant de devenir députée, vous avez eu un parcours professionnel et personnel varié. D'abord avocate en droit pénal, puis vous suivez votre mari en Asie et au Portugal. Je précise qu'à Tokyo, vous serez trésorière de la section du Parti Socialiste. Puis de retour en France, vous vous orientez vers un engagement plus bénévole, notamment au Resto du Cœur des Yvelines. Et en 2016, vous adhérez à En Marche et vous vous présentez en juin dernier aux législatives que vous remportez face à Jacques Millard dans la 5e circonscription des Yvelines. Depuis, à l'Assemblée nationale, vous êtes notamment présidente de la Commission des lois. Tout à fait. L'Hebdo Politique, Véronique de la Maisonneuve. La France a été de nouveau touchée par un attentat le 23 mars dernier qui a fait, je le rappelle, 4 morts pour l'instant et 15 blessés à Carcassonne et à Trèbes. L'état d'urgence a été levé sur notre territoire en novembre dernier. Ne faudrait-il pas, comme le réclament certains de vos opposants, le rétablir ? Alors, non, je ne crois pas. L'état d'urgence avait été déclaré il y a un peu plus de 2 ans et demi, suite aux attentats qui avaient endeuillé la France et qui nous avaient tous stupéfaits. Et l'état d'urgence est un dispositif juridique qui permet de réagir très rapidement à une situation exceptionnelle et qui donne des outils aux autorités de l'État pour immédiatement procéder à des perquisitions, à des arrestations et donc à lutter le plus efficacement possible contre des menaces terroristes notamment. Mais l'état d'urgence avait une vocation beaucoup plus large que l'aspect juste terroriste. Et donc cet état d'urgence qui a été utilisé pendant 2 années n'avait plus qu'une application en fait très résiduelle. Les actes qui étaient pris en vertu de cet état d'urgence étaient très, très peu nombreux. Et il nous est apparu 2 choses. D'une part, que cet état d'urgence ne nous permettait pas de lutter efficacement contre la menace terroriste, parce qu'il y avait des attentats qui avaient eu lieu sous le régime de l'état d'urgence. Et que, deuxièmement, malheureusement, nous devions constater unanimement que la menace terroriste était une menace qui était à présent pérenne. Et donc qu'il fallait adapter notre dispositif législatif de façon pérenne pour lutter contre cette menace. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de sortir de l'état d'urgence pour le remplacer immédiatement à la minute d'après par un autre dispositif législatif qui nous permettait de protéger les Français tout en respectant leurs libertés individuelles et de les protéger durablement. Vous connaissez bien les prisons, vous avez d'ailleurs remis un rapport sur lequel on va revenir, mais sur ce sujet en particulier, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il y ait autant de radicalisation derrière les barreaux ? Alors, la radicalisation derrière les barreaux est un problème qui est somme toute assez récent et dans lequel l'État essaye de mettre en place des dispositifs qui soient efficaces. Il y a plusieurs choses qui sont possibles de faire et plusieurs doctrines en la matière. Soit on isole les détenus qui sont radicalisés parce qu'on ne veut pas qu'ils aient des actes de prosélytisme envers d'autres détenus et donc on va les isoler du reste de la détention et les regrouper entre eux. Et l'autre technique, c'est de dire au contraire, il ne faut surtout pas qu'ils soient ensemble et il faut les disséminer dans toutes les prisons françaises. Donc ces 2 techniques qui ont été utilisées, aujourd'hui la doctrine est de dire ils sont placés dans des conditions de détention extrêmement sécurisées dans différents établissements sur le territoire français après avoir eu une période d'évaluation, donc dans des quartiers d'évaluation de la radicalisation, où justement des équipes pluridisciplinaires au sein de la détention vont s'assurer du niveau de radicalisation de chaque détenu pour avoir le traitement personnalisé et individualisé qu'il convient. Parce qu'il faut bien entendre que l'important, c'est ce niveau de détection que l'on peut avoir très en amont, parce que tous les détenus qui sont en prison ne sont bien évidemment pas tous radicalisés, et tous les détenus qui sont en prison pour des actes à visée terroriste ne sont pas non plus
eux, totalement radicalisés ou prosélytes. Donc il faut faire pour chaque situation une détection très fine, de telle sorte que l'on puisse avoir le traitement après, au sein de la détention, le plus pertinent possible. Donc c'est ce qui est mis en place actuellement dans les prisons françaises, avec un développement des quartiers d'évaluation de la radicalisation qui vont se déployer au cours des années qui viennent. Et alors pour ceux qui sont à l'extérieur, est-ce que la prison est une solution, comme certains le disent depuis le dernier attentat? Est-ce qu'il faut être plus dur avec les fichiers S, les mettre tout de suite en prison? Voilà. Est-ce que la prison est une solution pour justement éviter? Alors, on ne peut pas aujourd'hui mettre tous les fichiers S en prison, pour plusieurs raisons. La principale étant qu'aujourd'hui, être fiché S, ça ne signifie pas que vous avez commis une quelconque infraction. C'est une technique c'est un signalement, c'est une technique de renseignement. Donc on sait que tels et tels individus sont signalés, mais ça ne va pas au-delà. Ces individus seront, selon leur cas, selon leur profil, plus ou moins surveillés par nos services. Mais aujourd'hui, juridiquement, nous ne pouvons placer en détention que les personnes qui ont commis une infraction, qui ont tenté de les commettre ou qui se sont regroupés à plusieurs en vue de commettre de telles infractions. Donc nous ne pouvons pas nous placer autant en amont que cela. Et il y a une raison tout à fait pratique, c'est que nous avons des dizaines de milliers de personnes qui sont fichées S pour des raisons très différentes, qui ne couvrent pas du tout uniquement les cas de terrorisme, et nous serions de toute façon dans l'incapacité de faire un tri entre celles qui sont réellement dangereuses et celles qui ne le sont pas, et numériquement, nous n'avons pas de centre où les placer, de toute façon. Mais encore une fois, ce serait complètement inconstitutionnel. Nous avons un régime juridique sur lequel nous appuyer, avec une gamme d'infractions qui nous permet vraiment d'agir le plus en amont possible, et nous ne pouvons pas nous placer encore plus en amont. Alors dans ce rapport dont je parlais, vous plaidez notamment pour la construction d'établissements pénitentiaires ouverts qui pourraient accueillir des courtes peines. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va justement à l'encontre de la violence qui existe dans nos sociétés et à l'encontre de ce que veulent la plupart des Français aussi ? Alors je ne le crois pas du tout. Les Français veulent que les peines qui soient prononcées aujourd'hui par nos juridictions soient efficaces et effectuées. Donc ils souhaitent qu'il y ait une vraie réponse pénale à toutes les infractions qui sont commises, que le signal qui soit envoyé, qu'il soit à la victime ou à l'auteur de l'infraction, soit un signal fort, donc d'une peine qui va être exécutée. En revanche, ce qu'il faut, et ce qui n'est pas, malheureusement pas le cas aujourd'hui, c'est que la peine soit vraiment utile. C'est-à-dire qu'une personne qui aujourd'hui rentre en détention ne soit pas amenée dès sa sortie à recommencer. Et donc, les systèmes que nous proposons et qui existent dans le monde entier sont des systèmes qui peuvent aboutir à moins de récidives, donc pas à une réitération de l'infraction. Et donc ce sont des façons de purger les peines qui sont particulièrement protecteurs de la population dans son ensemble, puisqu'ils visent à mieux réinsérer les personnes qui ont un jour eu un parcours délinquant. Alors, il y a beaucoup de choses dont on veut parler avec vous, donc je passe à un autre sujet. Vous avez récemment accompagné Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, au Niger, pour évoquer la lutte contre l'immigration et l'immigration clandestine. Son projet de loi Asile-Immigration fait grincer beaucoup de dents. Ne trouvez-vous pas que ça aussi qu'il prône un choix plus administratif qu'humain ? Je pense que c'est une vision extrêmement erronée de la loi Asile-Immigration. Il faut bien voir dans un premier temps, et vous avez raison de rappeler que nous nous sommes rendus avec le ministre de l'Intérieur au Niger, c'est qu'il faut voir qu'il s'agit d'une politique globale. Et donc, la loi Asile-Immigration s'insère dans cette politique globale et elle n'en est pas l'alpha et l'oméga. Donc nous avons actuellement des axes de travail sur l'immigration qui vont de l'aide au développement des pays d'origine, à l'aide aux pays de transit, tels que le Niger, qui voyait encore l'année dernière plus de 300 000 migrants transiter par son territoire avec toutes les difficultés que ça génère, avec après l'accueil ici, une meilleure intégration de nos migrants et effectivement rendre la procédure d'asile plus effective, plus efficiente, plus efficace. Donc la politique migratoire est multiple, elle ne se résume pas à la loi Asile-Immigration dont on va commencer l'étude
l'étude dès la semaine prochaine en commission des lois. Et cette loi Asile-Immigration qui nous est présentée vise, elle, à rationaliser, à rendre plus efficace la procédure d'asile, à intégrer mieux les personnes qui verront le statut de réfugié leur être octroyé et à procéder aux reconduites à la frontière des personnes qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire français. C'est bien ce que je disais, il va y avoir une espèce de tri de choix qui va quand même pas être facile, humainement parlant. Ou alors est-ce que ça va être vraiment, il va y avoir des critères bien précis et quand on répond pas... Il y a eu quand même aussi dans votre majorité En Marche, il y a eu aussi des gens qui ont... Soyons très clairs, aujourd'hui, la loi ne vise pas à modifier les conditions d'accueil sur le territoire français. Les critères d'octroi du droit d'asile ne sont pas modifiés par la loi. Donc il n'y a pas de modification de la doctrine ou de la législation française à la matière. L'OFPRA est parfaitement, donc qui est l'organisme qui est chargé d'étudier les demandes d'asile au fond, est parfaitement indépendant et traite chaque demande en conscience pour voir si la personne est réellement persécutée dans son pays d'origine. Donc ça ne change pas. En revanche, ce que l'on souhaite faire, c'est mieux accueillir les demandeurs d'asile, donc faire en sorte que leurs demandes ne mettent pas des mois, voire des années à être traitées, mais qu'au contraire, elles soient traitées plus rapidement, plus efficacement. Nous ne touchons pas à nouveau au fond de leur dossier, mais à la façon dont les dossiers vont être traités. Puis après, dans une visée de mieux les intégrer, de mieux les accueillir lorsque le statut leur sera reconnu. Alors je le disais, c'est une des projet de loi, un des projets de loi qui a fait un petit peu débat dans votre majorité. Comment elle se comporte cette majorité? Elle est toute nouvelle, enfin il y a près d'un an. Elle est faite de gens extrêmement variés, des gens comme vous qui sont novices, d'autres qui ont l'habitude de la politique. Comment elle se place et est-ce que vous répondriez à ceux qui disent elle a le petit doigt sur le pantalon et puis c'est terminé quoi. Elle répond à ce que dit le gouvernement et le président. Alors plusieurs choses. J'aime bien votre mot débat. C'est une majorité qui débat, qui discute, qui échange, parce que effectivement nous sommes variés, nous sommes issus d'horizons très différents. Il y a des politiques expérimentées, d'autres novices comme moi, mais il y a surtout de nombreux parcours professionnels extrêmement riches, extrêmement variés, et donc nous nous apportons le fruit de nos expériences, de nos pensées, en discutant, en débattant, et chaque texte fait l'objet de beaucoup de discussions au sein de notre majorité. Et nous cherchons à chaque fois à réunir une majorité d'entre nous autour de la position qui sera donc la position du groupe. Pour le moment, cette démarche, cette façon de faire est une démarche qui marche bien et je ne doute pas un seul instant que cela continuera. Quant aux relations avec le gouvernement, nous sommes bien évidemment une majorité, donc nous avons voté la confiance au Premier ministre, donc bien évidemment nous sommes parfaitement en phase avec la politique qui est menée. Cela étant dit, chaque projet de loi qui est soumis au Parlement est amendé, est discuté, est modifié, est amélioré. Et donc, nous échangeons, nous discutons et nos débats ne servent pas à rien. Ils servent à améliorer les lois. Et puis, nous avons aussi des propositions de loi. Et puis, nous avons aussi toutes les missions d'information que nous organisons. Les groupes de travail dont vous avez parlé sur la détention sont d'initiative parlementaire et ils serviront à enrichir la loi également. On passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La suite de cette hebdo politique avec la députée des Yvelines, Yaël Braun-Pivet. Autre réforme dont on parle beaucoup et qui vous concerne, vous, à la Commission des lois, la réforme constitutionnelle que souhaite Emmanuel Macron, avec notamment, je le dis rapidement, le retour à la proportionnelle, le baisse du nombre de parlementaires et la limitation du cumul des mandats. C'est en gros les trois principales choses. Alors, l'opposition n'est pas franchement d'accord. Vous avez notamment une opposition au Sénat avec le président du Sénat, Gérard Larcher, qui est monté au créneau. Est-ce que c'est le moment de faire cette réforme? Est-ce que c'est le moment de diviser le pays ou les parlementaires sur ce sujet? Alors, je ne crois pas que la réforme constitutionnelle divisera ni le pays ni les parlementaires, ce d'autant plus que les points que vous venez de rappeler faisaient partie du programme présidentiel d'Emmanuel
Emmanuel Macron. Et donc, ils ne sont que le prolongement qui avait déjà de la campagne. Pendant la campagne, ça faisait déjà grincer les dents, ces points-là. Ça faisait grincer les dents, mais en même temps, c'est pour ça, ça fait partie des points sur lesquels nous avons été élus. Moi, je me souviens d'avoir mené ma campagne législative avec notamment cette vision d'un Parlement renouvelé, modifié et d'une nouvelle façon de faire la politique, avec notamment le non-cumul des mandats dans le temps, avec une profonde envie du pays et des citoyens d'avoir un renouvellement de la vie politique, renouvellement qui s'est exprimé dans les urnes en juin dernier avec notamment dans les Yvelines beaucoup d'anciens députés qui n'ont pas été réélus et l'élection donc de députés de la majorité et du MoDem qui étaient novices en politique. Donc on a senti vraiment le pays qui souhaitait ce renouvellement de leur classe politique, et ce renouvellement trouvera sa manifestation législative par l'interdiction du cumul des mandats dans le temps. Donc je pense que, bien au contraire, nous ne souhaitons pas diviser le pays, mais nous souhaitons honorer nos engagements et les honorer jusqu'au bout. On parle aussi de la suppression des amendements ou de la réduction des amendements. Est-ce qu'on ne passe pas à une république où le président a tous les pouvoirs et l'Assemblée n'a pas vraiment son mot à dire ? Le côté président jupitérien, on y est là ? Le choix d'encadrer le droit d'amendement répond à un objectif qui est d'essayer de rationaliser le débat parlementaire et donc de travailler sur les navettes, sur la façon dont on construit la loi. Il est vrai que nous pouvons assister parfois à des débats à l'Assemblée qui peuvent être redondants, qui peuvent être très répétitifs et qui également ne mobilisent parfois pas les foules au sein de la majorité, mais au sein du Parlement dans son ensemble. Donc il y a une réflexion qui réside en le fait de savoir si nous devons modifier la procédure législative pour avoir plus de rapidité peut-être et plus d'efficacité, pour la concentrer sur les débats politiques qui feraient le moins consensus. Donc il y a différentes hypothèses sur la table, et celle qui vise à encadrer le droit d'amendement est une hypothèse de travail parmi d'autres, avec celle qui pourrait considérer à dire qu'il faut adopter des textes uniquement en commission et non pas avoir le double passage commission-hémicycle pour certains textes, et également des idées de réduire la navette parlementaire, de considérer que la procédure accélérée qui fait qu'un texte passe uniquement une fois à l'Assemblée et au Sénat devienne la norme, alors qu'aujourd'hui ça ne l'est pas, même si la majorité des textes aujourd'hui passent par cette procédure-là. La procédure classique est une procédure qui prévoit un aller et venir plus important entre les deux chambres. Alors je le disais en vous présentant, vous avez été un temps trésorière d'une section du PS. Alors un temps qui a été très bref, ça a duré 1 année. D'accord. Vous avez choisi de suivre finalement En Marche. Est-ce que vous vous reconnaissez toujours dans ce président ? Est-ce qu'on peut vous qualifier de gauche, de droite, ou alors est-ce qu'à partir du moment où on est En Marche, on a plus ce type de repère politique ? Alors, je me reconnais de plus en plus profondément dans notre majorité et dans notre mouvement En Marche. Je trouve que justement, et c'est ce qui ressort des débats que nous avons entre nous au sein de la majorité, c'est que les personnes, les députés sont d'horizons différents, mais qu'ils ont ce souhait profond de s'écouter, de partager, de convaincre et d'avoir une ligne commune guidée par les objectifs que nous souhaitons atteindre sur le plan politique, guidée par le pragmatisme, guidée par vraiment ce souhait d'arriver ensemble. Donc je me reconnais, mais plus que jamais, dans ce mouvement En Marche, et je pense que nous avons vraiment réussi à dépasser les clivages qui étaient la plupart du temps complètement stériles. On le voit, vous êtes très investi au niveau national, au niveau de l'Assemblée. Je l'ai précisé, vous êtes président de la commission des lois. Est-ce que vous avez le temps de revenir un petit peu dans votre circonscription ? Est-ce que vous avez le temps d'équilibrer le côté terrain et le côté parlementaire et à l'Assemblée ? Alors, tout d'abord, je vis dans ma circonscription, parce que certains députés ne vivent pas dans leur circonscription. Moi, je vis dans ma circonscription. Mes enfants sont scolarisés dans ma circonscription, donc j'y suis au quotidien. Partant de là, j'ai également installé une permanence au Vésinet, dans laquelle j'ai 2 collaborateurs qui y sont au quotidien et qui peuvent recevoir les citoyens
du mardi au vendredi. Et moi, j'y suis tous les vendredis, toute la journée. J'ai des rendez-vous de terrain et je reçois également les citoyens. Et je suis également en circonscription le week-end. Donc, oui, je suis en circonscription, j'y attache beaucoup d'importance. Je fais également des réunions publiques en circonscription. J'en ai déjà réalisé 3, une à Maisons-Laffitte, une à Sartrouville, une à Montesson. J'en ai une prochaine en mai au Mesnil-le-Roi et au Vésinet fin juin. Donc parce que j'ai souhaité revenir aussi devant les citoyens, non pas pour leur demander un bulletin de vote dans 5 ans, mais pour rendre compte de l'exercice de mon mandat régulièrement. Donc c'était un engagement que j'avais pris, que je tiens à honorer vraiment scrupuleusement. Donc je suis en circonscription et c'est très important d'être en circonscription parce que les citoyens échangent avec nous, nous questionnent et ils ont aussi à cœur de participer au débat, qu'il soit local ou national. Et en réunion publique, je prends toujours des thématiques locales et nationales. Et l'autre jour à Montesson, nous avons parlé réforme des institutions, nous avons parlé prison, nous avons parlé Nouvelle-Calédonie et nous avons également parlé Parcoursup pour les étudiants, ligne de bus, etc. Donc vraiment les sujets locaux et nationaux et c'est vraiment fondamental. Alors vous faites partie donc de ces députés qui est novices en politique. Vous étiez avocat, je le disais, vous êtes toujours avocat, on peut dire. Hein. Qu'est-ce que cette ancienne vie vous apporte dans cette nouvelle vie ? Alors, la vie d'avocat ou dans le monde associatif était une vie d'engagement. Et la vie politique, c'est également une vie d'engagement. Donc c'est le prolongement des différents moments de ma vie. Et ce que le passé apporte, parce qu'il nous nourrit, nos expériences nous nourrissent. Après, le fait d'avoir été avocat me donne vraiment peut-être la capacité, une capacité d'écoute et de conviction peut-être plus importante que n'aurait eu un député qui aurait eu une ancienne profession. Et le fait d'avoir été dans le monde associatif me permet d'avoir une vision extrêmement proche du terrain, de la réalité des choses et peut-être de l'humanité, un petit soupçon d'humanité en plus. En plus d'être une femme, est-ce que c'est compliqué d'être une femme en politique ? Vous l'avez découvert il y a un an. Alors, ça n'est pas compliqué d'être une femme en politique. Moi, je pense que la politique, au contraire, s'enrichit de tous les parcours et bien sûr s'enrichit de la mixité. Vous avez la preuve, parce que vous avez quand même fait une carrière très rapide. Président de la commission des lois en 1 an, ça prouve qu'ils vous font confiance, même en tant que femme. Mais j'ai horreur de cette expression parce que on c'est me pas une fait réalité confiance. pour vous ? Alors non, c'est pas une réalité. Maintenant, il est vrai que on est parfois renvoyé. Donc nous, on ne le vit pas comme ça en tant que femme, mais parfois certains nous renvoient à à cela, et c'est cela qui peut être très désagréable parce que on exerce nos fonctions parce que j'ose espérer qu'on est compétent et qu'on a l'autorité nécessaire et qu'on fait juste le job, mais comme n'importe qui le ferait. Et parfois, effectivement, dans le cadre de ces fonctions, on est renvoyé à notre image de femme, ce à quoi, en réalité, on ne s'attend absolument pas et c'est d'autant plus désagréable. Vous parliez du fait que vous étiez avocate, que vous aviez fait du bénévolat. Ça veut dire que ça y est, vous êtes ancrée dans une carrière politique et vous allez continuer encore de longues années dans ce créneau ? Alors, je ne suis absolument pas ancrée dans une carrière politique. Pour moi, ça n'est pas un créneau. C'est une mission que j'ai l'honneur d'exercer actuellement parce que les citoyens m'ont fait confiance et ont souhaité que je les représente à l'Assemblée nationale et j'espère le faire le mieux possible. Je ne me projette pas dans l'avenir. Je souhaite exercer mon mandat le mieux possible et c'est vraiment ce qui m'occupe au quotidien et je ne pense qu'à ça. Alors une dernière question par rapport à votre circonscription, quelles seraient les choses que vous voudriez voir avancer dans l'année qui vient ? On est encore presque au début d'année, dans les prochains mois, pour qu'il y ait quelque chose, vraiment des dossiers qui vous tiennent à cœur dans la circonscription. Alors il y a plusieurs dossiers majeurs dans ma circonscription dont je m'occupe beaucoup depuis le début. Il y en a vraiment 2. Alors il y a la difficulté relative à la filière cheval à Maisons-Laffitte et donc j'ai essayé de rencontrer tous les acteurs pour
voilà, pour essayer de trouver de nouvelles idées et faire en sorte vraiment de pérenniser cette filière. Et puis il y a la question de la plaine de Montesson que je traversais quand j'allais au Resto du Cœur quotidiennement. Et c'est vrai que voir au cœur de sa circonscription des champs, de la culture, écoutez, c'est vraiment une vraie respiration à laquelle je pense on est tous attachés et qu'il faut veiller à préserver et à défendre coûte que coûte. Merci beaucoup Yaël Braun-Pivet d'avoir été notre invitée ce soir. C'est la fin de cet hebdo politique. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast, audio et vidéo sur notre site internet. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain. Au revoir. Merci beaucoup. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.